Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce podcast consacré à l'hypersensibilité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que ce concept ne fait l'objet d'aucune classification clinique, que la fiabilité diagnostique de l'auto-questionnaire développé par Hélène Aron n'a pas été vérifiée et qu'en France, il n'a même pas été traduit. Par ailleurs, nous avons vu que pour la communauté scientifique, l'hypersensibilité semblerait être davantage la manifestation symptomatique d'un autre trouble qu'un trait à part entière et qu'il existe donc un décalage considérable entre la réalité clinique de ce concept et la manière dont il est diffusé au grand public. Je suis Sonia de Psy-Echo et je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ce podcast. Et cette fois, c'est un épisode assez piquant que je vous réserve, car maintenant que les bases scientifiques ont été posées dans le précédent, c'est mon avis personnel sur ce phénomène de mode que je vais vous donner. Et il n'est pas toujours tendre. Car si les universitaires parlent de fourre-tout pour désigner le concept d'hypersensibilité, ils m'évoquent quelque chose entre le ras-le-bol et le n'importe quoi. Alors comment l'hypersensibilité est-elle devenue un phénomène de mode ? Quel terreau favorable a permis une épidémie d'hypersensibles ? Et pourquoi est-il urgent de remettre en question le discours grand public autour de l'hypersensibilité ? C'est en répondant à ces questions que je vais vous livrer ma critique. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de préciser ce que j'assurais déjà dans ma première partie. Je ne vise aucunement les intentions des personnes qui se disent hypersensibles, et mes critiques n'ont rien de personnel. Je ne crois pas à une volonté de leur part d'incarner tout ce que je vais décrire. En revanche, je ne me gênerai pas pour critiquer allègrement les quelques personnes, malheureusement plus nombreuses que le mot « quelque » peut laisser entendre, qui par paresse ou par appât du gain, tirent profit d'un malaise général pour surfer sur cette nouvelle poule aux œufs d'or qu'est l'hypersensibilité. Les hypersensibles ressentent leurs émotions et celles des autres de manière intense et profonde. Les situations à forte charge émotionnelle les affectent de manière significative et ils se laissent submerger par leurs émotions. Particulièrement sensibles au bruit, aux odeurs ou aux textures, ils sont plus perturbés par ces stimuli que la plupart des gens. Attentifs aux détails, ils perçoivent ce qui échappe souvent aux autres et remarquent les changements subtils de leur environnement, des expressions faciales ou autres tonalités de voix. Dotés d'une grande authenticité, ils bénéficient d'une profonde empathie qui leur confère une capacité naturelle à comprendre et ressentir les émotions des autres. Ils se sentent souvent en décalage, incompris, et bien qu'ils aiment les autres, ils ont besoin de temps seuls, de se retirer dans leur petit cocon pour se recharger émotionnellement et se reconnecter à eux-mêmes. Donc voici en substance le portrait robot de l'hypersensible, un patchwork réalisé par mes soins de tout ce qu'on peut lire sur le sujet dans la littérature profane. Eh bien, vous savez ce que je vois, moi ? Une parfaite illustration de l'effet Barnum. Vous savez, cet effet à l'origine du succès des horoscopes. En fait, la technique est simple. On produit une description générale qui s'applique à la plupart des gens, mais qui est assez vague pour que chacun la perçoive comme personnalisée. Il suffit d'utiliser des mots très génériques que chacun tâchera de colorer de sa propre subjectivité. Dans les descriptions de l'hypersensibilité, l'exercice est sensiblement le même. Reprenons ma description. Les situations à forte charge émotionnelle m'affectent de manière significative. Bien. Sur un panel de 100 personnes, à votre avis, combien répondraient « ben, non ». Est-ce vraiment crédible que seules 20 personnes de ce panel, ce qui correspond à la proportion d'hypersensibles officiels, se reconnaissent dans cette affirmation ? Bien sûr que non. Et pour une raison très simple. Qu'est-ce qu'une charge émotionnelle forte ? Qu'est-ce qu'être affecté de manière significative ? Eh bien, on l'ignore. L'appréciation et la jauge sont laissées aux répondants. Et c'est là le coup de génie. Cette affirmation ne porte pas sur une caractéristique ciblée et spécifique de la personnalité, mais sur une réalité qui touche la plupart d'entre nous. Et pourtant, le répondant aura l'illusion qu'elle ne le concerne que lui,
puisque c'est à l'aune de son propre vécu émotionnel qu'il l'interprétera. Ah, la subjectivité à l'œuvre, on y est. Et on la retrouve même dans le questionnaire HSPS, vous savez, l'auto-questionnaire diagnostique développé par Hélène Aron. Par exemple, on peut y lire des énoncés du type « Je suis plus sensible à l'art que la moyenne ». Mais où est l'objectivité dans cette question ? Comment mesure-t-on la sensibilité à l'art ? Selon quel référentiel ? Selon quelles normes ? Et puis que sait-on exactement du vécu émotionnel des autres ? De quelle autorité pouvons-nous affirmer qu'on sait précisément ce qu'il se passe en eux, au point de le comparer à ce qu'il se passe en nous ? Bon, je laisse ces questions à votre réflexion. La description mentionne encore le fait d'être particulièrement attentif aux détails. Mais est-ce vraiment le cas d'une seule minorité de gens ? Et comment juge-t-on du degré d'attention ? Et que sait-on précisément de celui des autres ? Entre ceux qui remarquent tout mais ne disent rien, ceux qui remarquent peu et disent le peu qu'ils remarquent, comment évalue-t-on avec justesse ? Et pour ce qui est de l'empathie, est-ce vraiment raisonnable d'envisager que la plupart des gens se perçoivent eux-mêmes comme en étant dépourvus ? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Moi, j'avoue, je suis pas très empathique ». Personnellement, en 30 ans de vie, je n'ai jamais entendu personne dire ça. Peut-être parce que, au hasard, il faudrait un minimum d'empathie pour concevoir et identifier qu'on en manque. D'ailleurs, soulignons qu'être empathique n'a rien d'extraordinaire, c'est même inhérent à la nature humaine. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse qu'il est. C'est le manque d'empathie qui n'est pas normal. C'est même symptomatique d'un trouble de la personnalité antisociale, comme chez les psychopathes par exemple. Comment l'hypersensibilité peut-elle encore être crédible ? Tout le discours qui l'entoure me semble être fallacieux et amateur, tout comme les autoquestionnaires qui contribueraient à la diagnostiquer et qui sont clairement plus proches des questionnaires de magazines féminins du type « Êtes-vous trop possessive ?» que des questionnaires sérieux issus de la littérature scientifique dans le champ de la psychologie. Enfin, j'évoquais dans mon premier épisode les différents biais qui viennent fausser les réponses des sujets au test diagnostic de l'hypersensibilité. D'abord, il y a la désirabilité sociale qui agit à 2 niveaux. Le premier, c'est qu'être perçu comme une personne très attentive aux détails donne une image de soi favorable, tout comme être doté d'une profonde empathie. Et ça influe sur les réponses du sujet, parce qu'on a tous envie de posséder des qualités valorisantes. Le deuxième, c'est que l'hypersensibilité est présentée si favorablement qu'on peut légitimement penser que de nombreuses personnes souhaiteraient pouvoir s'en réclamer. À ces biais de désirabilité se mêle celui de confirmation. Si des personnes se pensent hypersensibles parce qu'elles traînent trop sur TikTok et Instagram, parce que c'est de ça dont il s'agit, on va pas se voiler la face, elles peuvent rechercher dans leurs réponses aux énoncés la confirmation qu'elles le sont vraiment, voire orienter leurs réponses de manière à produire un résultat allant en ce sens. J'ajouterai enfin une information qui me paraît très importante. Aharon, qui a donc théorisé l'hypersensibilité et conçu l'échelle permettant de l'appréhender, se dit elle-même hypersensible. Alors je ne remets pas ici ses compétences académiques en question, ni même son honnêteté intellectuelle, mais je tiens à soulever l'éventualité qu'elle ait elle-même fait l'objet de ces différents biais dans le développement de sa théorie. Théorie qui, en 30 ans, n'a pas été officiellement reconnue par la communauté scientifique et dont elle était à la fois, si je puis le dire ainsi, juge et partie. Faire reposer tout le narratif de l'hypersensibilité sur des conceptions subjectives de soi-même permet de ratisser large. En produisant une description qui correspond à un maximum de monde, mais qui parlera aux personnes qui ont envie, voire besoin de poser un mot sur ce qu'elles vivent, on s'assure d'avoir toujours de dociles consommateurs. Et qu'importe si l'hypersensibilité promue par tout ce petit monde n'a pas grand-chose de scientifique, et si le vernis clinique qui vient lui donner du crédit n'est que le résidu d'une théorie qui ne met pas les experts d'accord. Mais alors, comment ce phénomène a-t-il pu se développer ainsi ? Si l'approche de l'hypersensibilité se déploie avec tant de fécondité, c'est qu'elle bénéficie d'un terreau favorable.
Alors évidemment, les causes sont multiples et s'entrecroisent, mais il y en a une qui me paraît tout particulièrement important d'aborder, c'est la course à l'atypisme. Celle-ci se constate par ailleurs dans les épidémies d'autodiagnostic HPI, TSA, TDAH, etc. Cette course à l'atypisme est induite par notre contexte occidental. Notre société hyper moderne est en mal de repères et place une pression considérable sur les épaules des individus quant aux questions identitaires qu'elle porte sur sa quête ou sur sa construction. Pour développer cette idée, je vais m'appuyer sur nos amis sociologues. À la fin des années 80, Elias et Dumont théorisent la société de l'individu, par laquelle, entre autres choses, ils rendent compte de l'évolution des rapports sociaux dans les sociétés occidentales depuis les années 60. Ils expliquent que jadis, l'individu existait en tant que membre d'un collectif, tandis que depuis plusieurs décennies, la tendance est à l'individualisation. Cette autonomisation isole l'individu et conduit la société à attendre de lui toutes sortes de capacités et de qualités. Il n'est plus simplement le membre du collectif porteur d'un statut ou d'action, il est celui qui doit prendre des initiatives, innover, avoir une activité unique et une personnalité singulière, bref, il doit être quelqu'un, doté d'une identité personnelle forte, ne pas participer d'une uniformité, donc en un mot, être extraordinaire. Et être extraordinaire, c'est une pression à l'atypisme, puisque l'atypisme, c'est précisément se distinguer de la masse. Pression d'autant plus vive que les réseaux sociaux permettent à qui le veut de se mettre en scène. Chacun devient donc le spectateur de la réussite artificielle des autres dans ce challenge de construction de soi, se sentant encore plus pressurisé à réussir ce que tous semblent parvenir à faire. En ce sens, la démocratisation de concepts de psychologie permet à certains individus de déléguer la responsabilité de la constitution de cette identité singulière. En effet, je n'ai plus besoin de redoubler d'efforts et de créativité pour devenir quelqu'un, lorsque la psychologie, cette discipline sérieuse et reconnue, admet que mon identité est par essence unique, originale et formidable. Je suis hypersensible, ce qui suffit à relever le challenge que me pose la société de l'individu. Si l'hypersensibilité fait vendre, c'est précisément parce qu'elle s'ancre dans la double désirabilité sociale que j'évoquais tout à l'heure et qui oriente l'autodiagnostic des individus. D'une part, elle permet de décrocher le Graal qu'est l'identité atypique, et d'autre part, de bénéficier d'une identité de plus en plus présentée comme un modèle de vertu. Parce qu'on ne cesse de découvrir chaque jour toutes les qualités insoupçonnées des hypersensibles. On lit ici et là qu'ils sont détenteurs d'un véritable trésor, que leur vulnérabilité est en réalité une force qu'ils doivent apprendre à dompter, qu'ils sont fondamentalement bons, authentiques, honnêtes et aimants. Le gros lot donc, pour des individus qui peuvent avoir des assises narcissiques fragiles, ignorer qui ils sont et dont l'estime de soi peut parfois souffrir. Nicolas Marquis, professeur de sociologie à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, l'explique merveilleusement en ces termes. Je cite « L'hypersensibilité est un syndrome socialement valorisant qui permet de se présenter comme étant inadapté au monde tout en appartenant à une communauté de personnes en avance sur celui-ci. » La terminologie elle-même participe de ce marketing fructueux. Être hyper, être au plus haut degré. Donc là encore c'est inconscient et c'est si humain. Mais je suis hyper signifie je suis plus que les autres. Donc évidemment ce n'est pas ce que pensent toutes les personnes qui se disent hypersensibles, mais c'est le message latent qui leur est transmis, rabâché, et cela suffit à les renarcissiser, superficiellement du moins. Le génie marketing de l'hypersensibilité réside aussi dans un autre biais. Imaginez que je vous vende un produit sur le Bon Coin. J'en fais une description dithyrambique, mais à la fin, je vous mets une petite astérisque pour vous signaler un dysfonctionnement qui apparaît dès lors comme secondaire. Ma transparence quant à cette limite suscite votre confiance. Vous vous dites que je suis honnête, autrement je m'en serais tenu à un portrait élogieux. Eh bien, dans l'hypersensibilité, le mécanisme est similaire. On met en avant toutes ses vertus, qu'on saupoudre de certaines difficultés causes de souffrance, ce qui contribue à donner une crédibilité à l'ensemble du narratif. Si la souffrance apparaît comme intrinsèque à l'hypersensibilité, souffrance qui n'est pas vendeuse, qu'on connaît, qu'on expérimente, alors il n'y a pas de raison que le reste du discours soit faux. Être hypersensible devient pour tous un arbre de souffrance qui cache une forêt de force, de noblesse et de grandeur. Et alors on touche ici à ce qui m'inquiète dans ce phénomène. Car s'il y a bien une chose dont je ne doute pas, c'est que les personnes qui se disent hypersensibles sont en souffrance.
une souffrance qui les rend vulnérables à ce genre de discours et qui les expose au risque de ne jamais traiter leur mal à la racine. Car cette souffrance, qu'en fait-on ? Chers amis, on en arrive donc ici à la raison d'être de ma critique. Je crois qu'il y a un besoin urgent de prendre du recul vis-à-vis de ce phénomène, car il peut détourner les personnes d'un problème de fond. Ce diagnostic rapide et simplificateur risque de plonger les individus dans deux écueils. Le premier, c'est de percevoir comme distinctive une souffrance inhérente à la condition humaine. Souffrir est une expérience universelle et se passe de diagnostic. La vie est difficile pour tout le monde. Nous avons tous nos moments de faiblesse, nous avons tous nos moments où nous nous sentons en décalage avec les autres, où nous ne nous sentons pas compris, pas écoutés, pas à la hauteur. Et dans certains cas, se dire hypersensible est un moyen de nier cette réalité. Parce que ce n'est pas agréable de se dire que c'est donc ça la vie d'un être humain, que la souffrance en fait partie. Il est plus rassurant de s'enfermer dans le déni, puisque si on considère que la souffrance est liée à l'hypersensibilité, alors dans ce cas la souffrance a une solution. Il suffit de traiter son hypersensibilité comme on traiterait une pathologie. D'ailleurs, à ce propos, Samuel Lézé, maître de conférences et spécialiste des questions mentales, explique, je le cite, « Au lieu de se dire que la souffrance est une expérience morale classique, les gens veulent l'attribuer à un dysfonctionnement du cerveau ou des gènes. » Le deuxième écueil, encore plus problématique, est de passer à côté d'un trouble caché dont on empêche l'exploration, le diagnostic de l'hypersensibilité monopolisant toute l'attention. Pour traiter pertinemment un problème, donc lui attribuer une solution adéquate, il faut l'identifier correctement. Or, concernant l'hypersensibilité, ce qui semble mettre une majorité de scientifiques d'accord, c'est qu'elle est un symptôme d'un autre trouble, étayé et classifié. Il est donc très probable qu'il y ait des gens qui se promènent dans la nature ignorant qu'ils ont un vrai trouble, une vraie pathologie, parce qu'ils sont persuadés d'être simplement hypersensibles et ne cherchent pas plus loin. Et ça, c'est dramatique, parce que ces personnes sont alors immobilisées dans leur parcours de soins et enfermées dans leur souffrance. Mais la démocratisation de l'hypersensibilité et le narratif qui l'accompagne ne présentent pas qu'un danger en termes de soins. À mon sens, elle en présente tout autant quant aux relations entre les individus. J'ignore si vous aussi ça vous interpelle, mais personnellement, je constate que les conseils dispensés par la team coach et compagnie poussent toujours l'hypersensible à plus de complaisance vis-à-vis de son pseudo-trait et des limites qu'il pourrait représenter dans ses échanges avec autrui. Ainsi, à l'instar de personnes présentant des troubles avérés ou des handicaps visibles ou pas, ça serait à l'entourage de fournir un effort adaptatif pour que l'hypersensible se sente bien, l'hypersensible qui lui alors serait complètement dispensé d'en fournir de son côté. Parce que le discours marketé présente l'hypersensibilité comme étant innée et stable et donc tombant sous le sceau de la fatalité. C'est une aubaine pour certains qui sautent sur l'occasion de se déresponsabiliser face à leurs limites. Ainsi, ils ne sont plus susceptibles ou colériques, capricieux ou égocentrés. Non, 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 ils sont hypersensibles et c'est comme ça et c'est tout. Ces petits défauts qui complexifient leurs relations humaines ne sont plus autant d'aspects de soi à travailler, ce sont les manifestations d'une disposition innée et ce n'est plus à ces quelques hypersensibles de faire des efforts pour s'adapter au monde, mais au monde de s'adapter à eux et à leurs particularités. C'est une pression considérable pour l'entourage. Et c'est aussi une nouvelle audience à exploiter pour les professionnels de ce business. Parce que qui dit s'adapter à la particularité de son proche, dit comprendre cette particularité et donc se former. Quelle chance que tant de bienfaiteurs proposent leurs livres et formations pour les accompagner dans cette entreprise. Vous voulez un exemple ? Prenez la clinique e-santé par exemple. Clinique e-santé, ça fait sérieux, n'est-ce pas ? Dans l'un de ses articles, ce site déploie toute une pédagogie à destination des proches d'hypersensibles. Pour ne citer que le premier de leurs conseils, il les encourage à, je cite, s'informer sur l'hypersensibilité de leurs proches pour, je cite encore, intégrer ces réactions et ajuster vos comportements aux siens. Est-ce que vous percevez comme le message implicite est que l'hypersensibilité est invalidante ? Il n'est même pas envisageable que les ajustements soient mutuels comme l'exigent toutes les relations humaines. L'hypersensible semble ici incapable de faire un pas vers l'autre,
ce qui est franchement ironique lorsque l'on vante un trait de personnalité hautement empathique. Car l'empathie permet de prendre de la hauteur vis-à-vis de soi-même et de concevoir ce que l'autre en face peut vivre ou ressentir. S'ajuster devrait donc être le propre de l'hypersensible, mais non, et en ce sens, je me demande si l'empathie tant décriée n'est pas confondue avec de l'égocentrisme, soit le fait de tout ramener à soi, ou ce que je nommerais un peu familièrement, vous m'en excuserez, être un buvard émotionnel. Selon ce narratif, l'hypersensible ne serait pas un empathe né, mais un individu incapable d'accueillir et de penser les émotions de l'autre sans les ramener à lui-même. Toujours est-il qu'il faut souligner que l'hypersensibilité n'est pas et n'a jamais été une pathologie. L'individu, quand bien même il serait vraiment hypersensible au sens où ces gens l'entendent, conserverait sa volonté, sa lucidité et sa capacité à réfléchir, et donc son aptitude à fournir des efforts. Mais bon, tout ça représenterait un travail de remise en question et de prise de recul bien coûteuse, et l'hypersensibilité, en ce sens, est une formidable économie cognitive. Sans compter que les papes et les papesses autoproclamés de l'hypersensibilité perdraient un business bien juteux si leurs clients décidaient de se tourner vers de vrais professionnels de santé pour s'attaquer à des problématiques de fond. Ces personnes se rendent-elles compte, au fond, qu'inciter des individus à laisser les émotions d'une personne régner en maître sur les interactions est un véritable poison relationnel ? L'article Nos pensées illustre, à lui seul, l'aspect tout à fait mortifère que peut avoir cette pédagogie en papier mâché. Il explique, je cite, qu'il faut respecter l'hypersensible. Alors d'accord, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une personne comme moi, par exemple, qui par défaut approche respectueusement autrui ? Eh bien, Nos pensées précises et expliquent, tenez-vous bien, si vous vivez avec une personne hypersensible ou que vous passez beaucoup de temps avec elle et que vous constatez que la plupart de ses réactions sont teintées de mauvaise humeur et de négativité, peut-être devriez-vous vous demander dans quelle mesure vous êtes responsable de ces réactions ainsi que ce que vous pourriez faire afin de favoriser des réactions plus adéquates. Ce n'est pas de sa faute si elle est sensible à ce point. Fin de la citation. Non mais c'est tout simplement lunaire, on croit rêver. Si l'hypersensible rend votre vie désagréable parce qu'il impose une ambiance pesante au quotidien, eh bien c'est forcément de votre faute. La solution se trouve donc en vous. Ajustez votre comportement, marchez sur des œufs en permanence parce qu'il est complètement esclave de ses émotions. En fait, il y a là une nette infantilisation et déresponsabilisation de l'hypersensible, un désengagement de l'effort relationnel légitimé et encouragé. Et si je parle d'infantilisation, c'est parce que l'incapacité à gérer ses émotions et notamment la frustration est le propre de l'enfance. Parce qu'être adulte, c'est justement apprendre à gérer cette frustration inhérente à la vie. Car quand on grandit, on comprend qu'on n'est pas le centre du monde et qu'il faut composer avec les autres et les aléas du quotidien pour s'insérer correctement dans la vie. Or, les conseils dispensés témoignent ô combien cette maturation n'est pas envisageable dans le cas d'un hypersensible. Ce qui n'est pas une pathologie à l'origine le devient dans le narratif de ces experts autoproclamés qui attendent que l'on traite l'hypersensible comme un adulte doté de l'intelligence sociale et de la maturité affective d'un enfant de 5 ans. Mais il est vrai qu'une société stable et que le bien commun doivent peu intéresser les acteurs d'un business qui génère plusieurs millions chaque année. Des individus qui vont bien sont des consommateurs en moins. Le fait que les personnes soient de plus en plus éloignées les unes des autres dans nos sociétés occidentales, qu'on constate chaque jour un délitement du lien social ne leur importe guère à eux, qui continuent de creuser un fossé entre les gens en complexifiant leurs relations et en fabriquant des individus inaptes à s'adapter en se cachant derrière un trait qui leur excuse tout. La Fontaine le disait déjà en son temps, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Pour que les coachs continuent à vendre des programmes à 2 500 € payables en 3 fois sans frais, il faut bien une audience en souffrance qui est convaincue qu'elle a un potentiel extraordinaire à faire éclore, n'est-ce pas ? Alors, pour conclure, que dire ? L'hypersensibilité est-elle une réalité clinique ou une invention marketing ? Eh bien, je répondrais les deux, mon général. En fait, il y a une réalité clinique. Il y a autant de sensibilité et de façons d'exprimer ses émotions qu'il y a d'individus, ce qui implique forcément que certaines personnes puissent être plus sensibles et plus expressives que d'autres. Pour autant, aujourd'hui, rien n'atteste que 20% de la population mondiale est une personnalité entièrement conditionnée par une manière innée et stable de traiter les émotions.
Le seul consensus qui semble exister est qu'une manière atypique de traiter les stimuli extérieurs et les émotions est un symptôme de troubles qui sont, eux, étayés et classifiés. L'hypersensibilité que nous vendent les réseaux sociaux, les spécialistes autodésignés du sujet et les bouquins de développement personnel est une construction marketing qui répond aux besoins de personnes en quête de réponse sur leur identité et de sens à leur souffrance. Et cette notion de souffrance est clé, parce que c'est grâce à elle qu'on recrute une audience vulnérable, et le même narratif qui sert à la conquérir permet de lui vendre toute une panoplie de produits et de services dont elle n'a pas autant besoin que d'un bon accompagnement par un professionnel de santé compétent. Et je souligne l'importance de la compétence, car combien de psychologues eux-mêmes s'engouffrent dans la spirale de l'hypersensibilité sans jamais remettre le narratif populaire en question. Il est indispensable de se tourner vers un professionnel capable de discerner quand l'hypersensibilité devient le bouclier psychique de quelqu'un qui a besoin d'un travail de soi profond. C'est ce travail qui sera rédempteur, car il est compliqué, mais ô combien plus efficace qu'une étiquette au soulagement éphémère. Parce que c'est ça, l'hypersensibilité est une étiquette qu'on pose sur le front des individus, et qui souligne d'ailleurs un grand paradoxe de notre époque. On n'a jamais autant prôné l'affranchissement des structures et systèmes traditionnels, tout en cherchant à s'enfermer nous-mêmes dans des cases. Alors le business de l'hypersensibilité, c'est fort, c'est très fort. Mais est-ce éthique ? Non. Et ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast en 2 parties sur l'hypersensibilité. J'espère qu'il vous aura plu et je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour être informé des prochains podcasts. À bientôt!